La troisième et dernière capsule de cette série mettra de l'avant Dr Martin Junot, cardiologue, ainsi que Mme Soraya Afsi, pharmacienne, pour traiter de la prévention ainsi que de l'accès aux ressources en contexte de maladies cardiovasculaires. Donc, mon nom, c'est Soraya Afsi. Je suis pharmacienne. Je travaille en pharmacie communautaire. Au courant des années, j'ai travaillé dans différentes pharmacies communautaires et je travaille également dans un groupe de médecine familiale. Je suis la pharmacienne dans cette clinique-là et je soutiens les différents professionnels de la santé, dont les médecins de famille, les infirmières praticiennes, etc., pour ce qui est du suivi du patient. En fait, je parle pour mes collègues et moi. Nous sommes super contents de vous rencontrer aujourd'hui et donc nous vous remercions grandement d'avoir accepté de faire cette entrevue ce matin. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Donc, Soraya, selon vous, comment les pharmaciens peuvent-ils aider dans la prévention des maladies cardiovasculaires? OK. Donc, selon moi, les pharmaciens jouent un grand rôle pour ce qui est de la prévention des maladies cardiovasculaires. Étant un professionnel de la santé de première ligne, on est très facile d'accès. Le patient peut se rendre dans des pharmacies qui sont ouvertes à la journée longue. Il y a même des pharmacies qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, c'est ça. Donc, pour ce qui est des préventions des maladies cardiovasculaires, on est là pour soutenir le patient, pour ce qui est de la promotion de la santé, aider, donner des conseils pour ce qui est des habitudes de vie. Un patient qui veut cesser de fumer, le pharmacien peut définitivement aider pour ce qui est de ce projet-là. Le pharmacien peut guider le patient, peut suggérer des différentes thérapies qui sont disponibles sur les tablettes, mais également, il peut prescrire des médicaments qui peuvent aider dans le processus de cessation tabagique. Puis on sait que le tabac, c'est un grand facteur de risque de plusieurs maladies cardiovasculaires. Donc, je pense qu'on a un grand rôle à jouer par rapport à ça. Maintenant, le pharmacien est également disponible pour aider pour ce qui est la gestion de la tension artérielle. C'est un sujet qu'on va discuter peut-être un peu plus au courant de l'entrevue, je crois. Oui. Mais c'est ça, donc le pharmacien peut aider le patient à mesurer sa tension artérielle, faire le suivi. C'est ça, donc appeler le patient pour faire des suivis réguliers, etc., qui, en gros, avoir une bonne tension artérielle va aider dans la prévention des maladies cardiovasculaires. On peut fournir de la documentation sur plusieurs sujets de santé. On peut référer les patients vers les ressources appropriées, partager des ressources sur Internet, etc. Oui, et en fait, parlant des ressources, selon vous, quelles seraient les ressources disponibles pour que les patientes puissent mesurer leur tension artérielle? Donc, pour ce qui est du pharmacien, c'est sûr que dans la plupart des pharmacies, s'il y a un patient qui veut mesurer sa tension artérielle, il y a des machines disponibles, des tensiomètres sur place où le patient peut se présenter et mesurer sa tension artérielle. Donc, il y a ça. Ensuite, si le patient préfère que ce soit le pharmacien qui le fait pour lui, c'est tout aussi possible. Parfois, dans les pharmacies, il y a des infirmières qui sont disponibles également, puis qui peuvent aider dans la mesure de la tension artérielle. Puis finalement, si le patient veut prendre en charge lui-même sa tension artérielle et faire le suivi à la maison, c'est possible en s'achetant un tensiomètre, un appareil pour mesurer la tension artérielle. Parfait. Et quels seraient les critères donc à respecter lorsque nous choisissons un tensiomètre? Je dirais qu'un important critère, ça serait, en fait, ce que je recommanderais, c'est de consulter le personnel de la pharmacie pour qu'on puisse vous guider dans l'achat de votre appareil de mesure de tension artérielle. Donc, un des critères, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir un brassard de grandeur adéquate. Parce que si ce n'est pas le cas, ça peut affecter la justesse des mesures. Donc, le pharmacien ou son équipe peut vous aider à mesurer
en fait, à choisir le brassard de grandeur adéquate. Puis ça, c'est mesuré en mesurant la circonférence du pourtour de votre bras. Donc, ça, c'est un des premiers critères. Ensuite, un autre critère, en fait, lorsqu'on choisit un tensiomètre, il est recommandé de choisir un qui a la mention recommandée par Hypertension Canada. Donc, les bons tensiomètres vont avoir cette mention-là. Donc, ça, c'est un des critères à voir. Puis, je dirais qu'un autre critère, ça serait de se procurer un tensiomètre qui a une mémoire et qui peut enregistrer les données de tension artérielle parce que ça va vous aider à faire le suivi de votre pression, mais également aider le professionnel de la santé qui vous suit à faire également le suivi des différentes mesures de tension artérielle, puis vous guider dans les prochaines étapes à venir. Parfait. Puis en parlant d'enregistrer les résultats, existe-t-il un moyen pour les patients justement de conserver leurs résultats lorsqu'ils utilisent le tensiomètre à la pharmacie? Oui, ça, c'est une bonne question. En fait, dans les pharmacies, selon moi, la plupart des pharmacies vont utiliser ce programme qu'on appelle Tension Attention. Et ce programme-là fait en sorte que le pharmacien vous remet une carte. Puis à chaque fois que vous allez mesurer votre pression artérielle à la pharmacie en utilisant la grosse machine qu'on trouve dans les pharmacies, vous pouvez insérer la carte et ça va enregistrer votre mesure de tension artérielle. Donc, à chaque fois que vous venez mesurer votre tension artérielle et que vous utilisez cette carte, ça va être enregistré sur cette carte. Puis, l'autre chose qui est bien, c'est que vous pouvez aller sur Internet et chaque carte, il y a un code dessus. Puis, en entrant ce code-là, vous allez avoir accès à vos mesures de tension artérielle au fil des jours. Donc, ça, c'est un bon moyen de faire le suivi de sa tension artérielle puis de garder ses mesures. Ben oui, c'est super intéressant. Et sur ce, comment une patiente peut-elle interpréter les résultats de sa tension artérielle? Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on mesure notre tension artérielle, il y a 2 chiffres. Mais en fait, tout d'abord, c'est quoi une tension artérielle? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important à savoir parce qu'on parle de tension, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la tension artérielle, c'est la force avec laquelle le sang est pompé par le cœur contre les vaisseaux sanguins. Okay. Puis, cette force-là, ça permet la circulation sanguine et ça permet d'amener les différents nutriments et de l'oxygène aux différents organes et tissus à travers tout le corps. Donc, ça, c'est la tension artérielle. Maintenant, lorsque cette pression est trop forte, là, on parle de tension artérielle élevée et c'est ça qui amène, ça peut amener des risques au niveau de la santé et ça peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Maintenant, quand on prend sa tension artérielle, vous allez voir, il y a 2 mesures. La première mesure, c'est ce qu'on appelle la pression systolique. Puis, en fait, la pression systolique, ça se produit lorsque le cœur se contracte. La deuxième mesure, c'est la pression diastolique. Puis, la pression diastolique se produit lorsque le cœur se relaxe et se remplit de sang. Maintenant, qu'est-ce que les chiffres veulent dire? C'est ça, donc comment qu'on interprète les chiffres? Est-ce qu'on a de bonnes valeurs? Est-ce que nos valeurs sont trop élevées? Est-ce qu'elles sont trop basses? Je dirais que ça va vraiment dépendre de chaque personne parce que ça peut dépendre de différents facteurs, notamment l'âge, ça dépend si vous faites du diabète, si vous avez des problèmes au niveau des reins. Mais je dirais qu'en général, pour la plupart des gens, on veut qu'une tension artérielle se maintienne en bas de 140/90. Lorsque vous allez à la pharmacie mesurer votre tension artérielle, vous avez un chiffre, vous pouvez toujours vous présenter, aller voir le pharmacien, puis leur demander est-ce que ça, c'est une bonne valeur ou pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour remédier à peu importe la valeur qu'on a reçue. Est-ce que vous pouvez donner aussi des conseils aux femmes qui peuvent elles-mêmes s'aider elles-mêmes durant peut-être l'entretien avec le médecin ou dans leur vie de tous les jours?
Il n'y a pas juste l'alimentation. C'est le plus important, remarquez, là, mais il ne faut pas négliger l'exercice. Il ne faut pas que ça repose sur le médecin. Moi, je dis toujours, on est fiers de ce qu'on fait dans notre programme de prévention parce que le patient sort de mon bureau, il va avoir un kinésiologue, il va avoir un nutritionniste. J'aimerais qu'il voit un psychologue. J'aimerais qu'il voit un pharmacien. Pourquoi on n'utilise pas plus les pharmacies pour les conseils d'habitude de vie? Oui. Le pharmacien pourrait le faire. Je pense que dans tous les quartiers, même les plus défavorisés, il y a des pharmacies. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour diminuer notre risque de maladie cardiovasculaire. Maintenant, le plus important, je pense que ça va dépendre de la personne. Parce que, donc, on avait parlé tout à l'heure du tabac. Ça, c'est un grand facteur. Donc, si le patient ou la patiente est fumeuse, je pense que ça serait une bonne chose à essayer d'encourager la cessation tabagique parce que ça peut amener beaucoup de bienfaits. Deuxième point, ça serait la consommation d'alcool. Donc, évaluer la consommation d'alcool, puis encourager aussi une diminution de l'alcool. En fait, il y a beaucoup de changements au niveau des habitudes de vie qu'on peut faire. Puis, en ce moment, c'est difficile à dire s'il y en a un qui est plus important que l'autre. Ça dépend de la personne et qu'est-ce qu'elle est capable de faire, en fait. Un autre point, ça serait d'évaluer la consommation de sel dans notre journée. Il y a on consomme beaucoup de produits qui sont très élevés en sel ou ce qu'on appelle ou sodium, qui peuvent avoir un grand impact au niveau de la pression artérielle. Donc, une chose qu'on peut faire, ça serait de diminuer notre apport en sel. Et ça peut avoir un impact important au niveau de la tension artérielle. C'est sûr, si on a un style de vie qui est sédentaire, ça aussi, ça peut affecter la tension artérielle, donc encourager l'activité physique. C'est un autre changement qu'on pourrait faire. Sinon, un autre grand facteur important, ça serait la gestion de stress. C'est ça, il y a beaucoup on fait face à beaucoup de stress dans nos journées, donc un moyen de pouvoir gérer le stress, diminuer le stress, ça aussi, ça peut avoir un grand impact au niveau de la tension artérielle. Donc, c'est ça, je pense pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Je pense que faut regarder ça en globalité, puis faire les changements là où on peut. Puis ça peut tout avoir un impact au niveau de la tension artérielle ou en fait, la prévention des maladies cardiovasculaires en général. En fait, on a abordé un peu les régions éloignées et les femmes en région éloignée, mais on l'a plutôt abordé d'un point de vue accès aux bonnes habitudes de vie ou à l'alimentation et tout ça, mais plutôt au niveau de l'accès aux soins de santé techniquement. Comment est-ce que ça peut affecter les femmes? Écoutez, je vous dirais que ça affecte les femmes et les hommes, là. Regardez l'exemple du monsieur qui est mort quelque part en Abitibi cet automne d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Il y a eu des douleurs à 5 heures, il s'est présenté au CLSC. Le CLSC était fermé faute de moyens. Il y a eu des délais, puis il est mort. Ça ne serait jamais arrivé à Montréal. L'accès aux soins est vraiment problématique en région. Il faut que le patient soit transféré à Québec quand c'est sérieux ou à Montréal. Alors, hommes et femmes, je dirais qu'en région, c'est un vrai problème. Moi, je pense que la télémédecine va pouvoir améliorer beaucoup. Nous, on rêve du moment où on pourra avoir les moyens d'offrir nos services de prévention secondaire ou primaire ou secondaire en Abitibi. Ça se fait bien maintenant avec Zoom, là. Vous pouvez conseiller les gens ou les kinésiologues. On peut même faire des groupes, de l'entraînement en groupe supervisé par un de nos kinésiologues ici, des nutritionnistes, aucun problème. Par Zoom, ça se fait très bien. Pharmacie aussi. La seule chose qui nous manque pour faire ça, qui manque pour rendre ça vraiment parfait, c'est l'examen physique, évidemment. Mais moi, je crois qu'avec la technologie, si vous regardez tout ce qui se développe, vous pourriez avoir des petits micros qu'on met sur la poitrine pour ausculter, qui est
plugué dans l'ordinateur et les gens, si ont un accès, ça prend l'accès à l'ordinateur et à Internet. Le patient peut ausculter, on peut prendre une photo avec iPhone pour les lésions cutanées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en télémédecine, qu'on va pouvoir faire dans l'avenir en télémédecine pour améliorer les soins en région. Voici donc ce qui clôt cette série de capsules sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Nous souhaitons tout d'abord remercier chaleureusement Dr Junot ainsi que Mme Afsi pour leur temps ainsi que pour leurs précieux témoignages. Par ailleurs, nous voudrions remercier tous ceux qui ont pris le temps d'écouter une ou plusieurs de ces capsules, en espérant que celles-ci auront eu un effet positif sur la compréhension des maladies cardiovasculaires au sein de la communauté. Finalement, nous voudrions offrir nos remerciements les plus distingués au RQASF, notre partenaire, pour leur aide ainsi que leur soutien indéfectible tout au long de cette aventure.